D'abord, sans faire trop long, je voudrais vous dire que je suis ravi d'être là parce que enfin, j'ai pu serrer la main de Tanguy. Et donc, s'il y avait une bonne raison d'être là ce soir, c'était de serrer la main de ce community manager que j'ai contribué à ériger en star du blog, qui du coup s'est fait augmenter et me doit 15% de son augmentation depuis 2 ans, je le dis, puisque je suis chez Bouygues Télécom et qu'il y a des micros qui nous écoutent. Donc Tanguy, n'oublie pas que tu as une dette à mon égard. C'était mon message personnel. Nous vivons définitivement, et je crois qu'il faut s'y habituer, certains disent nous vivons définitivement dans la crise, dans un monde incertain. Et donc ce qui est absolument sûr, c'est que les idées qu'on évoque là sont là pour nous inspirer. La preuve, on ne se recoupe pas tellement entre la réflexion qui est plus sur le fond du message et qui s'adresse aussi bien aux entreprises, aux directeurs de la communication qu'aux journalistes, que nous a livré Olivier, des éléments beaucoup plus sur la forme de la communication. Et là-dessus, le luxe est très intéressant parce que le luxe est condamné à aller chercher, entre guillemets, des démarches innovantes, des signaux faibles pour se les accaparer avant qu'ils ne deviennent éventuellement davantage mainstream. J'ai voulu essayer de produire pour vous ce qui, moi, me semble être les idées qui ne sont pas neuves, nécessairement, donc qui ne sont pas de l'ordre du signal faible, mais qui sont des idées qui, à mon avis, vont vraiment éclore et prendre une puissance nouvelle en 2013 du fait du contexte qui est le nôtre. Et à chaque fois, comme créer passe par nommer, nomen is omen, la nomination est une forme de présage et permet une forme d'autoréalisation de ce qu'on nomme. J'ai essayé de faire preuve d'un minimum de créativité en nommant chacune de ces idées d'un nom, donc d'un hashtag nouveau. Donc, vous savez que le mot de l'année est censé être le mot hashtag. J'ai lu ça sur Twitter rapidement. Donc, du coup, je vous ai créé 10 hashtags normalement non existants, mais je n'ai pas été vérifié si quelqu'un les avait déjà fait exister. Alors, ces 10 hashtags sont pour moi les 10 hashtags dominants potentiellement de l'année prochaine, en commençant par un qui va vous sembler évident, mais quand même, qui est, donc vous ne serez pas surpris si je formule mes phrases par ESSI, c'est une espèce de manie qui provient de la disruption de TBWA, et si le réel et le virtuel n'étaient qu'un. Alors c'est vrai qu'on a, donc je propose d'appeler cette tendance la virtual reality, ça marche en français et en anglais, ça qui est pratique pour celui parmi nous qui tweet en anglais, et je le remercie au deuxième rang. Et donc, en l'occurrence, cette idée de l'unité absolue, à un moment donné, on séparait le online et le offline, on sait que ces frontières n'existent plus, on a fait se rejoindre l'un et l'autre. Aujourd'hui, c'est l'un dans l'autre. Et donc, j'aurais évidemment pu prendre comme illustration ce qui, de mon point de vue, est probablement l'initiative de communication la plus puissante de 2012, c'est d'ailleurs qui a été consacré comme tel, y compris au Festival de Cannes, de la publicité, alors que ce n'est absolument pas une publicité, qui est le Fuel Band de Nike, et donc qui est un objet service communicant. Je pense que parmi les grandes tendances, il y a le fait que la communication est dans l'innovation et que l'innovation se doit d'être communicante demain. Bon, j'aurais pu reprendre l'exemple des mobile toys dont tu parlais tout à l'heure. Je pense qu'on va vers une intégration nouvelle nous dirait de René, de l'homme, virtuel dans l'homme réel. C'est-à-dire qu'on va vers des objets qui vont communiquer, mais avec nous, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un émetteur et un récepteur de cette communication. C'est sympa les objets qui s'échangent des données, mais ça n'a finalement pas forcément tant d'intérêt que ça en matière de com. Et donc, je pense qu'on va aller vers des choses qui seront dans nos vêtements, vers des choses qui seront dans nos oreilles sur un pendentif ou une boucle d'oreille, vers des montres qui vont vraiment permettre de communiquer différemment. Donc, on va incarner beaucoup plus cette nouvelle peau dont parle Joël de René, qui est une peau digitale qui s'ajoute à la peau humaine. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple illustratif de la iWatch qui n'est toujours pas complètement lancée. La deuxième tendance que je vous propose, elle est vraiment, à mon avis, un élément de transformation des business models, non seulement des entreprises, mais aussi des distributeurs, ce qui n'est pas rien. Donc c'est ce mariage complet
du digital et du retail. Avant, il y avait d'un côté le e-commerce, de l'autre côté le commerce. Avant, il y avait d'un côté la communication vis-à-vis des gens qui pouvaient acheter des choses sur Internet, et puis la communication vis-à-vis des gens qui allaient l'acheter pour de vrai dans les points de vente en poussant leur caddie. Et aujourd'hui, on rentre dans une logique d'expérience qui, du fait évidemment du mobile qu'on a en permanence sur soi ou des mini-tablettes, marie en temps réel le digital et la dimension marchande. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je l'ai pris parce que c'est un exemple TBWA. Il faut bien faire un peu de plaidoyer pro domo de temps en temps, mais il y en a d'autres. On l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est le window shopping d'Adidas en Allemagne. Et donc, qui permet de manière très naturelle, comme vous voyez, de faire passer quelque chose qui est sur une vitrine dans son téléphone. Donc, on voit que la barrière n'existe plus entre le shopping réel et la vitrine réelle du magasin et le téléphone en lui-même. Et donc, quand on regarde aujourd'hui la relation que les gens entretiennent aux marques et aux produits, quel que soit le marché et quel que soit le mode d'achat finalement sur un marché donné, on se rend compte qu'il faut raisonner désormais entre pre-tail, retail et post-tail, c'est-à-dire, et tout ça étant du digital, c'est-à-dire la manière dont la relation en permanence est à la fois alimentée par du vrai, du touchable, du tangible, mais aussi par de l'information qu'on porte potentiellement virtuellement avec nous au travers de son téléphone, avec toutes les applications de type ShopSaver ou autres, ShopSaver qui vous permettent de connaître les prix de chez le voisin pour savoir si ça vaut la peine de faire 1 kilomètre de plus pour acheter le même produit, éventuellement moins cher, etc. Donc on rentre dans un nouveau commerce qui marie complètement le digital et le retail. Et au passage, c'est une énorme opportunité pour les marques et les entreprises qui se trouvaient un peu trop aux mains des distributeurs, que ce soit les distributeurs, j'allais dire, de la vraie vie, ou même que ce soit les distributeurs virtuels, Amazon et autres, puisque ça offre des possibilités nouvelles. Les marques de luxe ne sont pas les dernières à l'avoir compris, de relations directes pour non seulement communiquer, mais échanger et vendre avec ses clients. Alors, la tendance numéro 3, elle est, là encore, peut-être évidente, sauf qu'elle permet au passage de tuer une fausse tendance qui continue de montrer que ceux qui l'avaient prédit s'étaient trompés, ce qui est toujours sympa. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des gens qui aient raison, c'est bien qu'il y ait aussi des gens qui aient tort, qui est ce qu'on pourrait appeler, ou ce que j'ai appelé la mobile gateway, et donc cette idée d'un outil mobile, ce couteau suisse mobile, qui devient un outil de service beaucoup plus complet, beaucoup plus sophistiqué. Bon, là-dessus, il faut rendre quand même hommage au génie d'Apple et des apps. Hein. C'est la conséquence de la logique des applications qui, aujourd'hui, s'appliquent partout, y compris sur, évidemment, des devices qui ne sont pas ceux de la marque à la pomme. Mais on rentre dans une ère nouvelle, en particulier avec le paiement par téléphone, en particulier par tout ce que le téléphone va permettre de dénouer, d'ouvrir votre porte, d'allumer vos lumières, etc., vers un téléphone service beaucoup plus large, beaucoup plus complet, et qui, au passage, fait que le marché dit de la publicité mobile ne décolle pas, et de mon point de vue, n'est pas prêt de décoller. Parce que si votre téléphone devient un vrai service, vous n'avez pas envie, entre guillemets, qu'une bonne partie de son usage soit détournée par des messages, entre guillemets, qui seraient soit intrusifs, soit qui prendraient un espace trop important, dans la mesure où l'écran téléphonique a quand même sa limite en termes de taille. Donc moi, je crois beaucoup au téléphone mobile service, et beaucoup moins à la, entre guillemets, publicité sur le téléphone mobile. C'est une conséquence d'un téléphone qui, comme aujourd'hui déjà en Corée ou dans des pays asiatiques, est un téléphone qui permet de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones, même ici, dans cet immeuble dédié à la téléphonie. La quatrième tendance est peut-être celle à laquelle je crois le plus et qui a peut-être été le moins évoquée ce soir, parce que pour moi, c'est un changement de paradigme qui dépasse la question du crowdsourcing, du crowdfunding ou du crowd tout court, qui est ce que j'appelle la tendance du client inside. Alors, on peut aussi la retrouver un peu dans l'idée que le client est partout, sait tout, peut, on l'a vu tout à l'heure, filmer avec sa caméra et mettre sur YouTube un élément qui peut tuer la réputation d'une marque ou d'une entreprise. Mais je le verrais plutôt sur une conception nouvelle de l'entreprise dont les clients font partie.
Et ça pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est un changement de point de vue. Ce n'est pas juste le fait qu'on peut effectivement demander aux consommateurs de participer. D'une certaine manière, l'Institut d'études qu'a rejoint Olivier n'existe que parce qu'on demande aux gens de participer par des sondages, par des réunions de groupe qualitatives, etc., à la vie des entreprises ou à la compréhension des entreprises. Non, pour moi, l'élément nouveau, il est dans une conception que très peu d'entreprises ont aujourd'hui, que les clients, tous les clients en général, mais les meilleurs clients, les fans en particulier, font partie intégrante de l'entreprise, défendent la même marque et qu'ils méritent d'être traités, finalement, dans cette logique de transparence, de relations par les réseaux sociaux, etc., d'être traités aussi bien, sinon mieux, que les fournisseurs de la marque, aussi bien, sinon mieux, que les journalistes de la marque, puisque ils sont blogueurs, donc journalistes, entre guillemets. Enfin, évidemment, je fais la différence entre un consommateur, un blogueur et un journaliste. Attention aux tweets qui pourraient partir sur cette phrase prononcée un peu trop rapidement. Mais en l'occurrence, c'est une conception différente de ses clients. Quand le client n'est pas de l'autre côté de la table, avec un distributeur au milieu et une communication qui s'adresse à lui au-dessus, mais quand le client fait partie intégrante de l'entreprise, au même titre que les salariés de l'entreprise, et probablement même avant les actionnaires de l'entreprise, sachant que les clients peuvent éventuellement aussi être actionnaires, et que ce sera de plus en plus le cas, parce qu'une manière de récompenser les clients fidèles sera, ou ceux qui sont très contributeurs de valeur, sera de leur permettre de profiter, entre guillemets, de la valeur créée par les entreprises. Donc ce changement-là, c'est un changement assez lourd et au fond, pour moi, c'est l'endroit, et non pas l'envers, du nouveau pouvoir de la consommation dont on parlait tout à l'heure. Donc pour moi, Client Inside est probablement une des tendances les moins, entre guillemets, aujourd'hui vues, des moins analysées. Et donc je ne parle évidemment pas du tout, et là-dessus je te rejoins complètement, même hors du luxe, les marques n'ont pas besoin, et heureusement, et surtout, on peut attirer vraiment de valeur d'une communication, voire d'une communication publicitaire faite par les gens. Bon, Doritos l'a fait, Doritos le fait, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour une deuxième marque hors Doritos de refaire un concours Doritos pour le Super Bowl. C'est déjà fait, la case est cochée en quelque sorte. Donc ce n'est pas à cet endroit-là que les gens doivent être intégrés, c'est beaucoup plus en amont dans la relation. Et on voit d'ailleurs se développer, on voit l'exemple d'Heineken, mais il y en a plein d'autres, d'appels aujourd'hui à contribution auprès des fans et des clients. La tendance numéro 5, on l'annonce depuis longtemps. Et donc, je dirais que 2013 est enfin l'année où ça va arriver, parce que la gamification, si vous tapez, j'imagine, sur Internet, quand est-ce qu'on a commencé à parler de gamification comme grande tendance, ça doit remonter pas loin de 10 ans. Mais il se passe quand même des choses vraiment nouvelles dans ce rapprochement entre les contenus d'entertainment et les contenus produits par les marques qui veulent en profiter. J'aime bien cet exemple, pas juste parce que c'est nous qui l'avons fait en Chine, mais le rapport entre Angry Birds et McDonald's en Chine est juste hallucinant. C'est-à-dire que c'est un win-win total. On est sur la logique des nouveaux partenariats. Et donc, il y a des partenariats qui sont que des partenariats d'image. Hein. Quand Apple fait un partenariat avec Nike, c'est bien, mais c'est bien pour l'image. Ça ne change pas radicalement le business. Ce partenariat-là, il change le business des deux côtés. C'est-à-dire que McDonald's est un accélérateur hallucinant. Alors les Chinois y allaient de toute façon, mais ça ne fait qu'accélérer la passion qu'ont les Chinois pour Angry Birds. Et à l'inverse, le fait que ce partenariat amène des fans d'Angry Birds dans les McDo, parce qu'ils peuvent gagner un certain nombre de choses supplémentaires pour leur jeu favori. Donc on va aller vers une gamification grand public et je le pense, et un certain nombre de projets sur lesquels on travaille aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises montrent que c'est vrai aussi, vers une gamification de la formation, enfin des choses qu'on annonce et qui sont vraiment, j'allais dire peut-être enfin pour certains, en train d'arriver et qui ne vont pas se limiter à un ou deux jeux d'entreprise de recrutement qui existent par ailleurs depuis longtemps chez L'Oréal ou chez BNP Paribas.